Alors, Internet va évidemment changer beaucoup de choses. Je me souviens, tu donnais un exemple dans un musée, on pourrait aussi donner un exemple dans une biennale. Je pense à celle de Boissier, qui a d'ailleurs a sévi aussi, dans le bon sens du terme, au MAC de Lyon, et qui, avec sa biennale Artifice, à un moment donné, avec l'arrivée d'Internet, s'est dit qu'il n'y avait peut-être plus besoin d'un lieu, puisque Internet devenait un lieu. En fait, Internet, c'est ça qui était compliqué à saisir au début, c'est que c'était, comme tu l'as dit, hein, à la fois un lieu, des idées, des technologies, des langages, des nouvelles approches, de la collaboration. En fait, c'est tout l'écosystème de l'art qui commence à ce moment-là. Tu citais aussi les NFT aujourd'hui, hein, mais c'est tout l'écosystème de l'art qui est un petit peu bouleversé dans tous ces champs avec l'émergence d'Internet. Oui, oui. Alors, c'est vrai que on a un cyberespace, comme on le disait il y a longtemps. On n'emploie plus ce Oui, terme aujourd'hui, mais c'était il y le a- mot consacré. c'était le mot consacré. Il y a la dimension de l'habité qui est très intéressante et qui revient d'ailleurs dans les vocables que l'on retrouve sur Internet eux-mêmes, hein. Quand on pense à l'adresse, au site, à la fenêtre, au bureau, au cyberespace, au monde virtuel, etc., tout renvoie à la métaphore de l'habité, mais aussi de l'occupation. Et on connaît le mouvement Occupy par la suite, etc. Mais disons, cette idée d'occuper un nouvel espace pour y développer des dynamiques de création collective est quelque chose qui va énormément intéresser les artistes et ils vont y voir peut-être une possibilité de s'affranchir des mondes de l'art traditionnels, de pouvoir eux-mêmes opérer la médiation de leur œuvre. Et donc, ils vont y créer tout un tas d'environnements, finalement, hein. C'est pourquoi, d'ailleurs, distinguer support, outil, environnement est intéressant de ce point de vue. Un monde de l'art parallèle, au moins au début parallèle, c'est-à-dire qui, finalement, est libre de toute contingence avec le monde de l'art traditionnel. Et ça prend la forme de différentes choses, la création d'espaces de monstration, tu viens de le dire, qui existent online et qui ne sont plus, ou alors qui ont peut-être parfois une résonance dans l'espace physique ou dans l'espace muséal des galeries, mais qui existent d'abord sur Internet, mais aussi des forums, des mailing lists, des revues online, qui sont aussi des revues dans lesquelles on montre des œuvres, c'est-à-dire on opère la critique de ces œuvres dans les mêmes espaces que ceux où les œuvres sont montrées. Il y a aussi des galeries virtuelles, des musées online, etc. Alors, on pourrait citer par exemple pour les forums et mailing lists NetTime, Rhizome, en France Olala Paris, qui a sévi pendant un certain temps, la lettre d'Antoine Moreau, qui continue à apparaître à fréquence régulière aujourd'hui. On peut citer aussi pour les musées online les galeries virtuelles du MoMA, du Jeu de Paume, de certains FRAC, etc., qui ont eu une importance considérable, puisque cette fois-ci, c'était les institutions qui s'adaptaient à ces nouveaux contenus ou ces nouvelles formes de création qui émergeaient sur Internet en créant des espaces dédiés sur leur site web, puisque les institutions muséales traditionnelles ont développé aussi leur vitrine, leur site web, leur support. Ils en ont profité également pour inviter des artistes à créer des œuvres pour cet espace particulier, comme ça a été le cas par exemple au Jeu de Paume. Donc, c'est intéressant parce que Internet, on le sait, était un territoire utopiste, affranchi des règles, disons, de la propriété exclusive qui peut avoir cours dans l'espace physique par ailleurs. Un espace dans lequel on pouvait côtoyer d'autres sites à des logiques euh, totalement différentes. Par exemple, qu'est-ce qui sépare le site de Jody, net artiste hacker, d'un site d'une banque ou d'une multinationale, par exemple? Pas grand-chose quand on y pense, un clic de souris. Et donc, cette idée de l'infiltration aussi était intéressante. C'est-à-dire, on occupe ce territoire qui est Internet et on infiltre un monde ou un milieu qui n'est pas borné par les frontières classiques du monde de l'art traditionnel, mais qui, au contraire, concerne tous les domaines de la vie quotidienne, civile, professionnelle, privée, etc. On peut penser à cet égard à des œuvres comme celle de itoy.org et itoy.com, le collectif d'artistes qui avait eu une situation un peu particulière puisque une entreprise de vente de jouets par correspondance du nom de itoy.org leur avait essayé de leur intenter un procès, en tout cas leur avait demandé de renoncer à leur nom de domaine, à une époque où il n'était pas nécessaire, précisément pour les net artistes, de se rendre propriétaire de ce nom de domaine, hein.
Justement, l'utopie du réseau, à ses débuts, était vécue comme un lieu dans lequel enfin, les artistes n'avaient pas cette ambition de poser leur drapeau et puis de se rendre propriétaires d'un espace fermé, privatisé, etc. C'était l'idée de la circulation et de la contagion qui primait. Et donc, ils avaient créé une espèce de toy war, la première guerre informationnelle, en spammant, en passant des fausses commandes de jouets sur le site etoy.org. Ils avaient fait chuter la valeur boursière de l'entreprise. Alors, bien sûr, il y a une part de storytelling qui est très intéressante, une part de fake aussi dans cette entreprise menée par les artistes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'une certaine façon une prise de conscience aussi de l'évolution déjà à ce moment-là de l'Internet comme d'un lieu qui se recentralisait ou qui devenait à nouveau un espace privé, objet de convoitise pour les propriétaires, etc., qui faisaient l'acquisition de noms de domaine exclusifs, etc. Bon. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'artistes qui, avec l'Internet, se sont amusés ou amusés avec les marques ou même les institutions. Tu parlais de noms de domaine similaires. Aujourd'hui, c'est plutôt dans le monde de l'entreprise que ça existe. Mais finalement, les artistes ont été assez précurseurs dans ces jeux. Et c'est dans un premier temps, un temps où il y a peu de médiation. Un temps où le public arrive tout doucement, mais au même titre qu'il arrive sur Internet, hein. Et finalement, ça donne rétrospectivement, on a une lecture assez complexe de ce moment où chacun se faufile un chemin. Finalement, les artistes se faufilent un chemin, au même titre que le public se faufile un chemin. Comme tu viens de le dire, il n'y a qu'un clic entre une banque et Jody, si ce n'est que visuellement, on se rend très vite compte que ce n'est pas une banque, mais ça modifie aussi la relation du public à l'art sans forme de médiation et des médiations qui vont se faire au fil du temps. Complètement. Il y a eu différentes tactiques aussi adoptées par les artistes eux-mêmes pour essayer de capter ce public, pour essayer de le fidéliser aussi, de l'inviter tout simplement à la fréquentation de leurs œuvres en donnant des rendez-vous, des choses comme ça. Là, on vient d'évoquer Jody. C'est assez étonnant de se souvenir que Jody, précisément, lorsqu'ils infiltrent Internet, ils ne se déclarent pas comme artistes et ils ne revendiquent pas le fait de faire œuvre, par exemple. C'est vraiment, leur logique est inspirée de celle des viandes, des pirates ou des hackers. Ils vont créer des sortes de virus esthétiques, considérant qu'il peut y avoir une émotion esthétique à l'endroit d'un bug, d'une panne, d'un incident technique, d'un virus, etc. Et donc, ils vont, d'une certaine façon, s'approcher du public en considérant qu'ils sont plus proches de leur public à partir du moment où ils arrivent à infiltrer leur disque dur, par exemple. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de médiation, et même plus que ça, il y a une forme d'intrusion, d'une certaine façon, alors qu'on peut considérer comme non dénuée d'une certaine violence, mais qui est intéressante symboliquement, puisque d'une certaine façon, le public n'est pas dans une relation interactive de clics qui génère une action comme on l'attend habituellement, comme le public l'attend lui-même, mais il devient une espèce de victime d'un complot artistique, puisqu'il va se retrouver, malgré lui, pris dans un dispositif qui lui permet d'avoir l'expérience du bug, du crash de son ordinateur. Même si ce crash est simulé, c'est intéressant, parce qu'on est à une époque, là on parle du milieu des années 90, 93, 94, une époque où une relation assez paranoïaque à la machine. On ne cesse de craindre les virus, les bugs, une relation inquiète finalement à une machine qui peut nous échapper, dont le contrôle peut se perdre. Et donc Jody joue avec ça énormément et génère une émotion esthétique à partir de cette notion-là. Alors, on voit que c'est presque un non-public, au sens sociologique du terme, puisque il ne sait pas qu'il a affaire à une œuvre d'art, ni même qu'il a affaire à des artistes dans un premier temps. On peut penser à la même chose avec Mouchette. Moi, c'est une œuvre qui a beaucoup compté pour moi à un moment donné. Martine Nedam, on connaît son identité aujourd'hui, de même qu'on connaît l'identité des deux membres de Jody qui ont agi de façon anonyme pendant très longtemps sur le réseau. Alors, Martine Nedam avait créé un site qui s'appelle Mouchette, en reprenant le personnage de Robert Bresson, qui avait réalisé un film éponyme, Mouchette. Et c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui
s'adresse à d'autres adolescents ou à des adultes sur les réseaux sociaux, enfin non, justement sur Internet avant les réseaux sociaux, c'est intéressant, en utilisant la stratégie de l'adressage personnalisé de Austin, c'est-à-dire quand dire c'est faire, hein, on connaît ce livre de Je vous déclare mari et femme, la sentence vaut pour obligation légale, enfin disons, en tout cas agit, elle est opératoire autant que déclarative. Et ici, Mouchette récupérait l'identité des internautes qui visitaient son site, leur adressait des messages ou des mails automatisés, leur parlait à la première personne, disait je, tu, etc. Donc il y avait une volonté de fidélisation, finalement leur donner aussi la possibilité de participer au site Mouchette également. On voit comment ces stratégies-là sont apparues avec le net art et sont extrêmement intéressantes, hein, puisque les artistes eux-mêmes prennent en charge cette relation qu'ils peuvent créer avec le public. On peut ensuite penser à Olivier Aubert avec le générateur poétique qui a fait date aussi au moment de sa création, qui visait à donner rendez-vous cette fois à des internautes répartis sur toute la surface du globe pour s'adonner à une expérience de dessin collectif, interactif en temps réel. Lorsqu'on se connectait sur le site à l'heure dite du rendez-vous, on pouvait télécharger une application de dessin bitmap et s'adonner ensemble de façon acentrée, non hiérarchique, à la production d'un quelque chose en commun. Alors c'était très rudimentaire, hein, puisque ça se faisait avec des petits pixels et des gros pixels. Hein, c'était quelque chose de Qui existe toujours d'ailleurs. Qui existe toujours, Ah ouais. et qui a d'ailleurs commencé sur Minitel, avant même de rejoindre Internet. Hein, on oublie souvent, mais cette œuvre-là avait été créée la première fois quand Olivier Aubert était à l'École nationale supérieure des télécommunications, à partir de ce fleuron de l'innovation française aujourd'hui disparu et premier réseau qui était le Minitel. Bon, il y aurait d'autres exemples, d'Iguiden, de Jaffrenou, etc., qui supposaient des rendez-vous comme ça. Il y en aurait d'autres plus contemporains aussi, mais disons voilà, une manière pour le public d'approcher, pour les artistes d'approcher leur public et de les fidéliser.